il faut revenir à Kant pour se demander quel sens prend véritablement pour lui l'autonomie. On observera alors que l'autonomie intervient dans les fondements de la métaphysique des mœurs, ainsi que dans la critique de la raison pratique, quand il est question de chercher les fondements, c'est-à-dire ce qui justifie, en dernière analyse, les exigences morales ou éthiques. Je prends ces deux termes comme synonymes. Kant part alors, et c'est son mérite, de la conscience commune, qui admet qu'agir moralement, c'est agir de manière désintéressée. Nous pouvons dire, plus simplement, altruiste. Prenons un exemple. Sauver quelqu'un de la noyade en sautant dans la Loire n'est pas vraiment un acte moral si c'est pour avoir sa photo dans Ouest France. Donc qu'il s'agisse de Ouest France, mais qu'il s'agisse là de nos intérêts personnels. C'est toujours mieux peut-être que de l'indifférence, mais il n'est pas sûr, il est même loin d'être sûr, que l'acte dans ce cas-là soit vraiment un acte moral. En effet, n'est-ce pas le comble de la perversion que de maquiller l'égoïsme en bonté? On ne peut donc juger de la moralité d'un acte on ne peut le faire qu'en considérant son résultat. C'est-à-dire qu'il faut considérer ses intentions et que ces intentions soient désintéressées. Il faut bien sûr que j'agisse de manière volontaire, mais que ma volonté ne soit pas guidée par les avantages que je pourrais retirer de mon geste. Il faudrait, pourrait-on alors être tenté de dire, agir de manière spontanée. Mais ce n'est pas non plus tout à fait cela. Il faut bien avouer, à moins de se prendre pour un saint, que la moralité prend pour nous la forme d'une obligation, d'un devoir. Seulement, je ne peux, même si c'est sans doute ce que nous faisons le plus souvent, je ne peux me contenter d'agir conformément au devoir. Il faut que j'agisse par devoir. C'est-à-dire qu'il faut que j'obéisse à ce qui se présente à moi comme une loi, mais il ne faut pas que ma volonté d'obéir soit guidée par l'intérêt. La loi à laquelle j'obéis ne saurait donc être extérieure à ma volonté qui doit être elle-même législatrice, qui doit donc être autonome. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que, si l'on suit Kant, l'autonomie est le principe suprême de toute légitimité, de la moralité, de toute exigence éthique ou juridique. L'autonomie ne vient donc absolument pas, comme on pourrait être tenté de le croire, alléger les obligations morales. Au contraire, elle seule permet de comprendre qu'elles puissent se présenter à nous comme des devoirs. L'autonomie ne signifie absolument pas que les obligations morales dépendent de nos caprices, de notre bon vouloir. Elle n'est nullement liée à un relativisme consistant à croire que les exigences morales dépendent des desiderata de chacun. Sinon, elle ne serait pas ressentie, ces obligations morales, comme des devoirs. Il ne s'agit pas de dire que chacun peut construire son éthique, sa morale, que celle-ci dépend de chacun. Il ne s'agit pas de consacrer le relativisme en morale ou en éthique. Alors, que signifie l'autonomie au fondement des obligations morales? Eh bien, elle signifie, en revanche, que la morale, l'éthique, comme on préfère dire aujourd'hui, puisque la morale est un mot qui fait peur, la morale n'a d'autre fondement que le respect de la liberté elle-même. Que rien d'autre ne saurait justifier les obligations, les lois qu'elle peut nous imposer. Rien d'autre ne peut permettre de déterminer ce qui est ou non légitime. La seule justification possible des lois, qu'elles soient morales ou civiles, qui peuvent s'imposer à nous, est le respect de la liberté. Il devient dès lors absurde de voir dans la référence à l'autonomie le cheval de Troie de l'hétéronomie. Elle est précisément ce qui interdit de mener sa vie comme on mène une entreprise, comme on dirige une entreprise, comme on gère des biens, puisqu'elle indique, cette autonomie, que la rationalité technique, calculante, ne saurait être le dernier mot de la raison, qui est donc le respect de la liberté.